Bonjour, tu écoutes Les Relations démocratiques, un podcast de vulgarisation scientifique sur les sexualités et le couple gay. Je suis très content de te recevoir dans ma chambre. Là, je suis en train d'enregistrer cet épisode. J'espère que tu prendras autant de plaisir à l'écouter que je prends de plaisir maintenant à l'enregistrer. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux orgasmes. On va voir que c'est un concept qui est vraiment pluriel. On va essayer de déconstruire ce qu'est un orgasme, on va essayer d'en donner une définition et on va s'intéresser à ce qu'est l'orgasme prostatique. On verra dans une dernière partie qu'il existe en fait une infinité de manières de rentrer dans un état orgasmique et notamment des manières qui n'incluent pas la sollicitation des parties génitales. Si tu écoutes ce podcast pour la première fois, bienvenue. Tu dois savoir que c'est un divertissement. On va parler de sexualité en utilisant un vocabulaire explicite, mais surtout, ce podcast ne se substitue pas à un avis médical. Si le contenu t'intéresse et que tu souhaites approfondir les notions ou les points que j'aborde, tu trouveras dans la description de l'épisode les références des articles scientifiques que j'ai utilisés pour réaliser ce sujet. Et si ce n'est pas la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu. Mais ça veut peut-être dire que le podcast te plaît, donc pense à t'abonner sur la plateforme que tu utilises en ce moment pour l'écouter et surtout n'hésite pas à le faire découvrir en parlant autour de toi. Je te souhaite une bonne écoute. Déjà, je tiens à dire que cet épisode est un peu particulier, il y aura quasiment pas de statistiques. Je sais qu'il y en a qui sont extrêmement déçus et d'autres, non, je crois que ça va aller. On va commencer par quelques définitions. On va voir qu'un orgasme est défini de plusieurs manières et que, surtout, ce n'est pas forcément une éjaculation. Je vais commencer par un article de 2015 de Amjad Awal et ses collaborateurs de l'Université de Californie à San Francisco. Cet article, c'est une revue de la littérature scientifique, c'est-à-dire que les auteurs résument tout un ensemble d'articles scientifiques qui ont été publiés jusqu'à présent et essayent de faire la synthèse des connaissances scientifiques sur le sujet. Dans cette revue, les auteurs s'intéressent aux effets physiologiques de l'orgasme. Ils essayent de donner une définition de l'orgasme au travers des effets mesurables et quantifiables qu'on peut avoir sur le corps humain lorsque un orgasme est ressenti. Ils indiquent que l'orgasme est une sensation éphémère de plaisir intense et qui est associée à des changements physiques. De l'autre côté, ils décrivent l'éjaculation comme un processus physiologique complexe composé de deux phases principalement, une phase d'émission et une phase d'expulsion. On va plutôt se concentrer sur la partie orgasme et essayer d'explorer les effets physiologiques. Le premier point qui est rapporté, c'est l'observation de l'augmentation rapide du rythme respiratoire, une accélération du rythme cardiaque et une élévation de la tension artérielle. L'article cite une autre étude où on a essayé d'utiliser ces indicateurs pour discriminer des orgasmes réels d'orgasmes simulés durant des rapports vaginaux entre un homme et une femme. Il rapporte que dans cette étude, effectivement, l'indicateur du rythme cardiaque pris seul permettait de déterminer si un orgasme était vrai, sincère ou s'il était simulé. Cette information, elle pourra peut-être vous servir, mais il faut juste que vous soyez capable de mesurer le rythme cardiaque de votre partenaire, ce qui n'est pas forcément toujours hyper évident, ou alors qui peut être un peu intrusif ou casser un peu le moment. Mais voilà, dans un premier temps, il y a cette idée qu'un indicateur fort de la survenance d'un orgasme, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. L'orgasme est également caractérisé par des contractions musculaires pelviennes intenses et agréables, notamment dans les muscles ischio-caverneux et bulbo-caverneux. On observe également des contractions du sphincter rectal et des grimaces faciales. Je pense que là, on visualise tous à peu près ce qui se passe. Dans cette revue de la littérature, il est suggéré que des exercices spécifiques des muscles pelviens, bulbo-caverneux et ischio-caverneux pourraient améliorer le plaisir associé à l'orgasme. C'est-à-dire que ces exercices de renforcement musculaire permettent de rendre plus intenses les sensations ressenties. Ils indiquent toutefois que ces exercices nécessitent du temps, une certaine implication, des efforts avant de pouvoir être efficaces et ils sont finalement pas très largement utilisés. Si jamais il y a des kinés qui écoutent ce podcast et qui connaissent des exercices spécifiques permettant chez les hommes de renforcer les muscles ischio-caverneux et bulbo-caverneux, n'hésitez pas à me contacter. Après l'orgasme, il y a libération de certaines hormones et notamment on peut observer l'augmentation de niveaux de prolactine et d'ocytocine. Ces hormones sont impliquées dans la régulation des interactions sociales, mais leur rôle exact dans l'orgasme n'est pas clairement défini. On ne sait pas si elles arrivent réellement avant, si elles sont déclencheurs ou si elles sont la conséquence d'autres mécanismes
Donc là, on était sur la partie plutôt hormonale. Si on s'intéresse au cerveau, des études qui ont utilisé des techniques d'imagerie cérébrale ont identifié des zones d'activation pendant l'orgasme, principalement proches du cervelet, où il y a une augmentation de l'activité et une diminution de l'activité dans le cortex entorhinal et dans l'amygdale. Après l'orgasme, la majorité des hommes connaissent une période qu'on appelle réfractaire, pendant laquelle ils sont incapables d'avoir une autre érection ou même d'éjaculer de nouveau, ou d'éjaculer tout court. Les mécanismes exacts de cette période ne sont pas très bien compris. On pense qu'ils pourraient être liés à des changements dans les niveaux de prolactine et de sérotonine dans le corps qui sont survenus suite à l'arrivée de l'orgasme. Dans cet article, ils parlent très brièvement des orgasmes prostatiques. Et ils indiquent que les orgasmes prostatiques issus du massage de la prostate sont généralement très différents des orgasmes obtenus par la stimulation directe du pénis. Les orgasmes prostatiques sont perçus comme étant plus intenses mais aussi plus diffus. Ils concluent ce paragraphe en disant que c'est assez peu pratiqué. Il faut du temps et de la pratique pour accéder à ce genre d'orgasme et que finalement que ce n'est pas apprécié par de nombreux hommes. Dernier point qui est intéressant, c'est une mention sur la qualité et l'intensité des orgasmes. Ils indiquent que les orgasmes ne se ressemblent pas et que la qualité et l'intensité des orgasmes dépend énormément des situations. Notamment, une stimulation sexuelle rapide conduit généralement à un orgasme qui a tendance à être moins intense que lorsque il y a eu une montée en stimulation plus lente, plus progressive. L'autre point, c'est que les orgasmes précoces, c'est-à-dire ceux qu'on a au début de notre vie sexuelle, sont généralement moins satisfaisants que les orgasmes qu'on obtient plus tard dans la vie. C'est-à-dire que là, c'est l'idée que l'individu apprend petit à petit à accepter le plaisir associé à l'orgasme et apprend aussi à maximiser le plaisir qu'il peut avoir durant cet orgasme. On vient de se décrire un petit peu cette revue scientifique qui décrit plutôt les phénomènes physiologiques associés à la survenance de l'orgasme. On a eu une définition quand même. On sait que déjà, orgasme et éjaculation sont complètement séparés. Et on a appris que l'orgasme, c'est une sensation éphémère de plaisir intense qui crée un état de conscience modifié et qui est associé à un ensemble de changements physiques. On a vu modification de la tension artérielle, du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire. On a des contractions musculaires qu'on n'arrive pas forcément à contrôler dans des muscles que, là, si vous me dites de le contracter, j'en serais complètement incapable parce que je ne sais pas trop comment faire. On a des libérations d'hormones, des zones dans le cerveau qui s'activent, d'autres qui se mettent en sommeil. Et on a également une période qu'on appelle une période réfractaire qui fait que là, on ne peut plus faire grand-chose pendant un certain temps. Le point important, c'est que les orgasmes ne se ressemblent pas. La manière dont on sollicite la survenance de l'orgasme influence la force de l'orgasme. Et plus on grandit, plus on apprend à maximiser le plaisir qu'on ressent pendant cet orgasme. En conclusion de l'article, ce que les chercheurs disent en conclusion de cette revue de la littérature, c'est qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur l'orgasme masculin et sur ses mécanismes physiologiques. Là, on a décrit une phénoménologie, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe, mais on n'essaye pas d'expliquer ces différents phénomènes. Donc ça, c'était la première partie de cet épisode où on a essayé de donner une définition de l'orgasme et on a décrit ce qui se passait. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'épisode où on va essayer de rentrer plus en profondeur dans une notion qui est la notion d'orgasme prostatique. C'est très très difficile de trouver de la littérature scientifique sur le sujet de l'orgasme prostatique. Mais quand j'étais en train de préparer ces épisodes, en parlant autour de moi, j'ai senti qu'il y avait quand même beaucoup de curiosité. Et j'ai fini par trouver un article de Levin de 2018. Roy Levin, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la sexualité, le désir, les orgasmes. En fait, on trouve beaucoup d'articles de lui depuis les années 80. Il continue de publier. Là, on a des articles de lui assez récents, 2018, comme celui qu'on va décrire aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde les articles, il y a toujours à côté du nom de l'auteur, l'entreprise ou l'université pour laquelle l'auteur travaille. Et on voit dans les derniers articles de lui que c'est devenu un contributeur indépendant. Et ça, c'est parce que ce physiologiste, qui est aujourd'hui retraité de l'université de Sheffield au Royaume-Uni, il continue de publier des articles en perso parce qu'il est vraiment passionné par le sujet. Et ça, je trouve que c'est vraiment remarquable de continuer de contribuer à la science par passion de cette manière-là. Dans cet article de 2018 qui s'intitule « Des orgasmes provoqués par la prostate », Levin aborde dans un premier temps l'anatomie de la prostate et son implication dans l'activité sexuelle.
Ensuite, il essaye de donner aussi une revue de la littérature, mais qui est hyper concise sur les mécanismes qui peuvent être à l'origine de l'activation de cette glande, ou en tout cas le rôle qu'elle peut jouer dans la libération du plaisir. Et l'article est illustré par l'étude du cas d'un homme de 63 ans qui, à cet âge-là, découvre les orgasmes intenses procurés par la stimulation de sa prostate dans le cadre du traitement médical d'une prostatite. Dans un premier temps, donc ce que Levin nous dit, c'est que la prostate, c'est une glande, mais qui a une particularité, c'est qu'elle est recouverte d'une collection de nerfs situés dans ce qu'ils appellent le plexus prostatique. Et ces nerfs proviennent de la partie inférieure du plexus pelvien. Ils sont distribués donc non seulement au niveau de la prostate, mais aussi au corps caverneux du pénis et à l'urètre. Visiblement, c'est qu'il y a une innervation très importante au niveau de la prostate, avec des nerfs qui semblent assez voisins de ceux qu'on retrouve dans le pénis. Ce qui est sous-entendu à ce niveau-là, et pardonnez-moi, je ne suis pas du tout médecin, non plus éduqué en anatomie ou biologie, ce qui est supposé dans cet article, et je n'ai aucun recul là pour vous dire si c'est sans doute le cas ou pas, c'est que la proximité des nerfs, entre cette proximité nerveuse quelque part, pourrait expliquer que la sollicitation de la glande puisse activer des mécanismes qui sont, ou en tout cas des circuits dans le cerveau qui sont les mêmes, ceux activés, qui sont aussi ceux activés quand on a la stimulation du pénis. Il donne dans une première partie de cet article comme une explication physiologique, biologique au rôle de la prostate dans la survenance d'un orgasme prostatique. Ensuite, dans une deuxième partie, l'article essaye de décrire ce que sont ces orgasmes prostatiques, mais on n'apprend pas grand-chose. On apprend que la stimulation de la prostate peut mener à des sensations intenses de plaisir qui peuvent être ou non accompagnées de l'éjaculation. On retrouve dans un article de 1988 des premières bribes de description qui sont très générales. Ce que Levin déplore, c'est l'absence de littérature scientifique sur le sujet. Mais quelque part, il l'explique en disant que ça serait très compliqué de monter une étude sur comment étudier les orgasmes prostatiques et surtout comment faire pour que cette étude soit validée par un comité éthique. Avant de pouvoir faire une étude qui implique des êtres humains, en tant que scientifique, on est toujours obligé de passer par la validation d'un comité éthique. Ce que Levin explique, c'est que c'est sans doute difficile de monter une étude et c'est ça qui explique l'absence de littérature scientifique sur le sujet. Dans la troisième partie de cette étude, on nous décrit le cas d'un homme de 63 ans qui consulte pour une prostatite. On lui propose un traitement qui repose sur la stimulation physique de sa prostate afin de réduire cette inflammation. Et on lui donne un stimulateur de prostate qui peut être très ressemblant à ce que les gens pourraient caractériser en tant que sextoy, mais qui est ici un dispositif médical. L'homme rapporte que très rapidement, en utilisant ce dispositif, il s'est mis à ressentir des orgasmes très très forts, sans même avoir eu une approche sexuelle de l'acte. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans une dynamique médicale et au moment de l'utilisation, l'orgasme est survenu sans qu'il y ait fantasme, sans qu'il y ait imaginaire, sans utilisation de pornographie. Il dit que c'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé après quelques heures. Donc au bout de plusieurs utilisations de ce dispositif, il se met à ressentir ses orgasmes prostatiques. Ça crée un problème parce que ces symptômes de prostatite ont été résolus dans les 2 mois qui ont suivi l'utilisation régulière de son dispositif. Mais par contre, il a continué à utiliser le dispositif et c'est devenu quelque chose de très addictif. Il a commencé à perdre le contrôle sur le temps qu'il passait à utiliser ce dispositif. Ça pouvait prendre 30 minutes, 1 heure, voire plus de chacune de ses journées. Les chercheurs supposent que la survenance de cet élément addictif confirme qu'il y a réellement la présence d'un orgasme important, ou en tout cas de circuits de récompense qui sont activés dans le cerveau. Il y a quelque chose de physiologique derrière ce comportement-là. Le dernier point, c'est que bien qu'il était en train de solliciter sa prostate, par plutôt le rectum, il ressentait l'orgasme de manière assez diffuse, mais il l'a visualisé plus étant proche de son pénis. À mon avis, là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme de 63 ans découvre une nouvelle part de sa sexualité. Et ça, c'est plutôt cool de se dire qu'on pourra continuer de découvrir des trucs, même à 63 ans. Super. Mais il y a eu une phase d'apprentissage. Les orgasmes intenses ne sont pas arrivés tout de suite. C'est au bout de quelques heures d'utilisation, donc on est sur plusieurs séances de sollicitation.
On vient de s'intéresser à un deuxième article, là, on conclut la deuxième partie de cet épisode où on s'est intéressé à l'orgasme prostatique. Et globalement, on semble se dire que c'est pas déconnant de pouvoir avoir des orgasmes en sollicitant la prostate parce que quelque part, il y a plein de nerfs qui recouvrent l'écorce de cette prostate et ces nerfs semblent très voisins de ceux qui innervent le corps caverneux et l'urètre. Dans un deuxième temps, on se dit qu'il y a très peu de littérature scientifique sur le sujet, peut-être parce que ça serait compliqué de mettre en place ce genre d'études, enfin, même si là j'émets peut-être un petit doute. Dans une dernière partie, on apprend l'histoire d'un homme de 63 ans qui prend son pied de ouf avec un stimulateur prostatique et il devient dépendant de cet usage et ça prend de la place dans sa vie. Et ça semble indiquer qu'à l'origine, il semble y avoir vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de son petit cerveau pour qu'il y ait cette dépendance qui se mette en place. Ça semble plutôt être une preuve scientifique de l'existence de l'orgasme prostatique. Ensuite, on apprend que c'est long. C'est pas tout de suite qu'on découvre cet orgasme, il faut un peu s'habituer, c'est au bout de plusieurs heures de pratique qu'on peut y accéder. Et enfin, bien qu'il l'ait vécu plein de fois, c'est quelque chose d'assez diffus qu'il n'arrive pas bien localiser, c'est quelque chose qui continue de lui échapper un petit peu. En faisant des recherches sur les orgasmes prostatiques, je me suis rendu compte en fait qu'il existait toute une série d'orgasmes qu'on considère comme étant non génitaux, c'est-à-dire des sensations de plaisir intenses qui nous mettent dans un état de conscience un peu modifié et qui sont associées à des modifications, enfin des changements de nos signaux physiologiques, augmentation de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque ou de la fréquence respiratoire, qui sont associés à des stimulations de parties du corps, de zones ou de membres qui ne sont pas normalement des zones ou des parties qui ne sont pas les parties génitales. On rentre dans l'inconnu complet, on va parler des orgasmes non génitaux, c'est parti. Dans un article de 2011 de Barry Komisaruk et de Beverly Whipple de l'université de Rutgers, on explore les phénomènes d'orgasmes non génitaux. L'article de Komisaruk associe à différents types de stimulation sensorielle des témoignages ou des exemples qu'il retrouve dans la littérature scientifique. Il liste une série de manières d'obtenir ces orgasmes non génitaux et il associe à chacune de ces manières soit des témoignages qu'il a pu observer durant sa carrière, soit des résultats obtenus dans d'autres études scientifiques. En fait, il essaye parfois d'expliquer l'origine possible de ces orgasmes, mais on se retrouve encore une fois devant une littérature qui décrit bien la phénoménologie mais qui explique assez peu les mécanismes. Dans cette étude, il parle de différentes manières d'obtenir ces orgasmes. Il parle d'orgasmes de visualisation, d'orgasmes de zone. On va parler de la bouche, des seins, des tétons et de la zone anale. Il parle également des rêves érotiques. Il parle des orgasmes fantômes. Et enfin, d'orgasmes par la stimulation électrique directe du cerveau. On commence par les orgasmes de visualisation, et ça, c'est sans doute le type d'orgasme le plus inattendu pour moi. C'est-à-dire que c'est un type d'orgasme dans lequel il n'y a aucune stimulation physique et la personne est éveillée. On parle du cas d'un ensemble de femmes qui ont participé à une étude qui étaient capables d'atteindre l'orgasme juste par la visualisation. Les chercheurs ont adopté la technique qui permet de s'assurer qu'un orgasme est réel et pas un orgasme simulé. Donc on a demandé à ces femmes dans un premier temps de juste s'adonner à de la visualisation et ensuite on leur a demandé de se stimuler à l'aide de sextoys. Dans les deux cas, on a enregistré leurs signaux physiologiques et ici on enregistre la fréquence cardiaque, la pression sanguine et le diamètre de la pupille. On enregistre aussi le seuil de douleur. Et ce qui est montré, c'est que, dans les deux cas, à la fois lorsque les femmes étudiées se stimulent avec le sextoy ou lorsqu'elles s'adonnent juste à un pur exercice de visualisation, les signaux physiologiques évoluent de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un doublement de la fréquence cardiaque, il y a une augmentation de la pression sanguine et un doublement du diamètre de la pupille et une augmentation forte du seuil de douleur. Et ça, ces éléments semblent indiquer que c'est pas du vent, mais il n'y a à aucun moment dans l'article, ou même dans l'article qui est cité là, d'explication de comment est-ce que ces femmes en sont arrivées là. Donc on a parlé des orgasmes de visualisation, maintenant on va s'intéresser aux orgasmes de zone. Dans une étude de 99, des chercheurs ont interrogé 216 personnes sur les orgasmes non génitaux, et parmi ces 216 personnes, 31 femmes et 8 hommes ont reconnu avoir déjà fait l'expérience de ce qu'ils appellent un orgasme de zone. Alors un orgasme de zone, ça se produit quand on obtient des indicateurs physiologiques de l'orgasme en stimulant un point sensible qu'on pourrait appeler une zone érogène, en tout cas un point du corps qui n'a aucun lien avec les parties génitales.
Dans cette étude, on entend parler du cou, du lobe des oreilles, des aisselles, du côté de la hanche, de l'intérieur des cuisses, des orteils ou encore des doigts. Et il est d'ailleurs mentionné l'existence de ce qu'on appelle une matrice extragénitale. C'est Whipple et Hodgkin qui ont publié cette matrice extragénitale qui contient la liste de 36 zones corporelles potentiellement érogènes et de 15 manières différentes de les solliciter. Si on fait le calcul, ça fait 540 combinaisons possibles à explorer. Et en plus, je ferais personnellement l'hypothèse que la sensibilité de chacun dépend aussi en partie du partenaire qui sollicite ces zones. Donc, on pourrait se dire qu'on pourrait proposer un atelier consistant avec chaque partenaire à tester ces 540 combinaisons en début de la relation et peut-être même de manière périodique à mettre à jour un petit peu cette matrice de sensibilité pour essayer de mieux se connaître. Tester ces 540 combinaisons, ça serait quand même un gros atelier. Mais pour ceux qui souhaiteraient essayer pour le fun, je vous invite à trouver le lien vers cette matrice extragénitale dans la description de cet épisode. Dans les orgasmes de zone, on parlait de la bouche. Il y a un scientifique qui s'appelle Otto qui publie en 99. Il décrit les orgasmes buccaux comme survenant après une stimulation assez importante de la bouche et ou de la gorge. C'est rapporté par les personnes qui ont éprouvé ces orgasmes comme étant une sensation qui part du bout des lèvres et qui se répand dans la bouche, dans la gorge et qui peut aller bien plus loin. Il indique qu'à la limite, c'est compréhensible que ça puisse survenir parce que la bouche est le principal organe sensoriel humain qui est lié par exemple à la tétée par les nourrissons. Donc il dit que les orgasmes de la bouche semblent être déclenchés par la lèvre, la langue, le palais et la gorge. Dans cette étude, en fait, il rapporte plusieurs femmes qui sont capables d'avoir des orgasmes soit juste en embrassant, soit en réalisant des fellations. Dans l'étude là, de Otto, ils indiquent que 20% des hommes et 20% des femmes ont déclaré avoir déjà ressenti des orgasmes buccaux, mais que les hommes étaient souvent plus réticents que les femmes à décrire les sensations liées à ces orgasmes. On continue dans les orgasmes de zone et on va aborder un point que je trouve très intéressant, c'est des zones hypersensibles qu'on observe chez des hommes et des femmes qui peuvent être atteints de lésions de la moelle épinière. Dans cet article, il est écrit que certains hommes et certaines femmes qui ont une lésion de la moelle épinière peuvent, au niveau de la peau, près de leur blessure, avoir une zone hypersensible au toucher, voire une zone très douloureuse. Mais certaines et certains indiquent que lorsqu'ils ou elles sont stimulés de la bonne manière, par la bonne personne, ces zones hypersensibles semblent capables de produire des sensations agréables qu'ils qualifient d'orgasme. Typiquement, une femme avec un traumatisme de la colonne vertébrale complet au niveau thoracique avait une zone hypersensible dans le bas du cou et au niveau des épaules. Cette femme, elle prétendait être capable d'obtenir des orgasmes grâce à la stimulation de la peau de son cou. Et donc là, les chercheurs ont mesuré son rythme cardiaque et sa tension artérielle, et ils ont effectivement constaté une augmentation de façon marquée de ces indicateurs lors de l'auto-application d'un vibromasseur sur la jonction entre son cou et son épaule. À ce moment-là, en fait, la patiente décrivait cette sensation d'orgasme, et plus précisément, elle parlait plutôt d'un picotement dans cette zone, mais aussi une sensation de picotement dans son vagin, qui était du coup en dessous de la zone de sa lésion, et donc une zone qui, normalement, est une zone qu'elle ne pouvait sentir. Ensuite, on continue dans les orgasmes de zone, on va parler des seins et des tétons. Il y a, semble-t-il, un effet d'induction de l'orgasme par la stimulation des seins ou des tétons. Ce qui est raconté là dans cet article, c'est qu'il semblerait que finalement, les nerfs responsables de la sensibilité des seins et des tétons semblent projetés vers les mêmes neurones que ceux qui reçoivent l'activité sensorielle des orgasmes génitaux. Enfin, il décrit les orgasmes anaux, un orgasme anal, des orgasmes anaux. Il y a des rapports anecdotiques qui font état d'orgasmes anaux chez les hommes et les femmes en réponse à l'insertion d'un objet, un doigt, un pénis, un gode ou un poing et un avant-bras. Des orgasmes peuvent également être ressentis par la pratique sans pénétration, par des baisers, des léchages ou des suçotements. Bon, ils indiquent aussi qu'il y a assez peu de littérature scientifique sur le sujet, mais ce qu'ils disent, c'est qu'il semble y avoir une différenciation entre les orgasmes provoqués par la stimulation de la prostate et ceux provoqués par la stimulation anale. Des études rapportent que la description des réponses physiologiques pendant l'orgasme liées à une stimulation de la prostate chez les hommes est similaire à la stimulation du point G chez les femmes, mais on ne retrouve pas la même chose lorsque on regarde la stimulation de l'anus. Le fait que la stimulation de la prostate semble provoquer les mêmes effets physiologiques que la stimulation du point G chez la femme, dans cette étude, c'est expliqué par le fait que finalement l'innervation semble être similaire entre la prostate et le col de l'utérus.
et qui sont différents de ceux qui innervent l'anus. Si on regarde les statistiques, il y a un homme sur 3 qui affirme avoir eu un orgasme lié à la prostate ou à la stimulation anale. Parmi ces hommes, la moitié déclare être homosexuel. Et ça conclut un petit peu les orgasmes de zone. Maintenant, on va parler des rêves érotiques. Les rêves érotiques, c'est souvent associé à ce qu'on appelle les émissions nocturnes. Alors les émissions nocturnes, c'est pas quand on regarde la télé la nuit, c'est quand il y a sécrétion de certains liquides de manière un peu incontrôlée et inattendue pendant la nuit et souvent lors d'un rêve érotique. Et ça se produit pendant le sommeil. Ça implique ou non une éjaculation pour les hommes et une lubrification du vagin pour les femmes. Ces orgasmes, ils sont souvent considérés comme spontanés parce qu'ils se produisent réellement sans stimulation directe. Et là, si on regarde les statistiques, en gros, plus de 80% des hommes aux États-Unis rapportent avoir déjà fait l'expérience d'un rêve érotique. Ce qui est assez intéressant là, c'est que l'existence des rêves érotiques semble indiquer que le cerveau est capable tout seul de se faire son petit kiff. Et ça fait écho à ce qu'on disait au tout début là, de cette partie, que certaines femmes sont par la visualisation capables d'obtenir un orgasme qui se transforme en augmentation du rythme cardiaque, de la pression sanguine, etc., qui se transforme en effet physiologique. C'est ce qui a été démontré. Donc il y a des études qui montrent que les orgasmes pendant le sommeil et sans stimulation physique directe sont associés à des changements physiologiques, qui sont là dans l'étude en particulier qui s'intéressait à des femmes. C'est une augmentation du débit sanguin vaginal, c'est une augmentation du rythme cardiaque et du rythme respiratoire. Ces effets physiologiques confirment la survenance de l'orgasme, ce qui constitue une base scientifique pour dire que le cerveau est capable de se faire son petit kiff tout seul, sans aucune stimulation, sans besoin de stimulation extérieure. On passe maintenant aux orgasmes fantômes. Les orgasmes fantômes sont observés chez certaines personnes qui ont subi une amputation. C'est un concept qui a été introduit par un scientifique qui s'appelle John Money, qui décrit des hommes ou des femmes atteints de lésions de la moelle épinière. Et donc, c'est des personnes qui n'avaient pas de sensation génitale, mais qui sont quand même capables d'avoir des orgasmes. Ça, c'est une partie qui fait suite à la partie sur les orgasmes de zone pour les personnes qui avaient des lésions de la moelle épinière, dont on a parlé juste avant. Et typiquement, les orgasmes chez les personnes atteintes des lésions de la moelle épinière, on décrit là dans cet article qu'un homme paraplégique qui avait subi une lésion de la moelle entre ses 5 et l'un, c'est des vertèbres, c'était indiqué que bien qu'il ne puisse plus ressentir de plaisir au niveau génital ou même qu'il ne pouvait plus éjaculer, il rapportait avoir des rêves érotiques. Et il décrit le cas d'une femme paraplégique qui a subi une blessure à la colonne vertébrale qui a également parlé de rêves érotiques. Ce qui, encore une fois, semble confirmer que l'expérience érotique, l'expérience de l'orgasme peut être générée par le cerveau indépendamment des sensations ou des actions sur le pénis ou sur la zone génitale. Le cerveau peut générer des expériences érotiques sans stimulation physique directe des orgasmes génitaux. Ce qui se passe dans la tête, en lien avec l'érotisme, qui est indépendant des sensations génitales, joue un rôle crucial dans l'expérience érotique. Enfin, la dernière partie, là, je vous déconseille de la tester à la maison, c'est les orgasmes par la stimulation électrique directe du cerveau ou de la moelle épinière. Des études ont montré que la stimulation électrique directe du cerveau de la moelle épinière peut provoquer des sensations sexuelles proches des orgasmes chez les patients, quoi. Et là, on était dans le cas d'électrodes qui étaient implantées dans le cerveau et la moelle épinière, qui étaient utilisées pour stimuler ces différentes régions, mais dans une étude, dans un contexte complètement différent. Les patients se sont mis à décrire des sensations d'excitation, ce qui sont allés même jusqu'à des orgasmes ou des sensations tellement agréables que les personnes en demandaient d'être encore plus stimulées. Une autre étude, on venait stimuler la moelle épinière dans le cadre d'une étude exploratoire sur la stimulation de la moelle épinière pour essayer de contrôler la douleur, plus particulièrement des douleurs chroniques. Certains patients ont rapporté avoir ressenti des orgasmes lors de la stimulation électrique, d'autant plus problématique qu'ils étaient eux-mêmes capables de s'infliger les décharges électriques dans le cadre de cette étude sur le traitement des douleurs chroniques. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme la suite de l'épisode 6 sur la masturbation, des gens qui étaient en fait capables de se donner du plaisir en appuyant sur un bouton qui déclenchait des stimulations électriques dans leur moelle épinière. Ce qui est assez intéressant, c'est que la stimulation électrique directe peut provoquer des sensations sexuelles. Et ces résultats, ils semblent indiquer que des zones spécifiques dans le cerveau ou de la moelle épinière sont impliquées dans la survenance de l'orgasme et que la stimulation électrique de ces zones peut influencer sur la survenance ou non de l'orgasme. Dans l'article, j'entrerai pas dans le détail, mais ils décrivent d'autres types d'orgasmes. Et typiquement, on parle d'orgasmes déclenchés juste avant les crises d'épilepsie ou encore déclenchés lors de la prise de drogue. Dans l'ensemble de cette étude, ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est qu'on voit que c'est le cerveau qui prend le contrôle sur la survenance de l'orgasme
Il peut le faire de manière contrôlée, hein, c'est les orgasmes de visualisation, ou alors en tout cas en réponse à un stimuli, c'est les orgasmes de zone. Mais il peut aussi le faire mais de manière complètement autonome. Là, on est dans les émissions nocturnes, dans les rêves érotiques. Et il peut aussi être perturbé par l'extérieur, et ça, c'est la stimulation électrique directe. Et ça fait écho à un concept dont on n'a jamais parlé encore sur les relations démocratiques, c'est le concept du tantrisme. Je pense qu'il faudrait un épisode en entier sur le sujet du tantrisme, mais en simplifiant un tout petit peu, on va essayer de s'ouvrir, davantage se mettre dans la sensualité, mais aussi et surtout de faire rentrer la partie psychique dans cette interaction physique. Voilà, rajouter le cerveau un petit peu dans cet ensemble. Quelque part, tout ce que je viens de décrire là, ça fait écho à cette pratique-là, quelque part. Bon, cet épisode touche à sa fin. C'est le moment de faire un petit récap. On va essayer de donner une définition à l'orgasme dans un premier temps. L'orgasme, c'est une sensation éphémère de plaisir intense et qui s'accompagne d'un ensemble de changements physiologiques. On l'a dit, augmentation de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire. Ces éléments sont utilisés par la communauté scientifique comme étant des indicateurs de la survenance de l'orgasme. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé aux orgasmes prostatiques et on a compris qu'il pouvait y avoir sans doute une base physiologique à l'existence de ces orgasmes prostatiques du fait de l'innervation très importante de la prostate par des nerfs qui sont voisins de ceux qui innervent le corps caverneux et l'urètre. Et en même temps, on a déploré l'absence de littérature scientifique sur le sujet. Malheureusement, on se dit que ça serait trop compliqué de faire des études pour pouvoir décrire ces phénomènes, bien qu'il existe quand même des témoignages, et puis notamment il y avait le témoignage de cet homme de 63 ans qui découvrait une nouvelle partie de sa sexualité en utilisant un stimulateur prostatique et qui en fait déclenchait une véritable dépendance à cette pratique. Dans une dernière partie, on s'est intéressé aux orgasmes non génitaux. On a vu donc qu'il y avait différents types d'orgasmes non génitaux qui sont les orgasmes de visualisation, les orgasmes de zone, les rêves érotiques, les orgasmes fantômes et les orgasmes par la stimulation électrique. On a vu en fait dans cette partie que le cerveau avait une responsabilité très importante dans la survenance de ces orgasmes, que ça pouvait être une source d'espoir pour des personnes qui, du fait d'un traumatisme physique, n'étaient plus capables de ressentir une sexualité qu'on pourrait appeler conventionnelle. Et au-delà de ça aussi, ça tend à mettre la lumière sur l'intérêt que pourrait avoir d'explorer une sexualité non conventionnelle. Et à la fin, je fais le lien avec le tantrisme, typiquement. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que tu as kiffé. Si tu as kiffé, n'hésite pas à en parler autour de toi. C'est vraiment grâce à ça que le podcast grandit. Si tu souhaites me faire un retour, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message, notamment sur Instagram, sur le compte des relations démocratiques. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine. J'ai pris un plaisir de ouf à enregistrer cet épisode. J'espère que ça s'est entendu, ou en tout cas que j'ai réussi à communiquer le plaisir que j'avais à le faire. J'espère que tu as kiffé, et à bientôt pour un prochain épisode.